ta journée? C'est assez d'émotions pour toi? Beaucoup d'émotions. D'émotions de revoir les gens qui nous ont permis de progresser professionnellement. C'est des gens qui nous ont engagés, mais qui nous ont inspirés tout au long de notre parcours à la CEPAC. C'est vraiment émotion. Moi, les larmes aux yeux aujourd'hui, la richesse de reprendre contact avec eux puis ce qu'ils ont aussi à dire, fabuleux. Et en quoi ça t'a inspiré, toi, le nouveau PDG là, qui doit conduire cette barque-là? Là? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? C'est Racine, en fait. Dans le fond, aujourd'hui, là, ce que je vais dire ça dans mes mots, je trouve que je suis pas dans le champ. En ramenant l'ADN profond de l'organisation, le client au cœur, l'importance des territoires, de la richesse humaine, des partenariats aussi. Ça m'a fait du bien, le partenaire en région, de se rappeler ça. Ça m'indique aussi l'esprit entrepreneurial dont ils ont fait preuve, puis qu'on a aussi. Je trouve que pour les 40 prochaines années, on va être bien parti toute la gamme. Mais on a un héritage, puis tu dois le sentir toi aussi. On dirait qu'on n'a pas du sang rouge, nous autres, c'est du sang vert. Sang CEPAC. Je suis Martin Soucy, PDG de la CEPAC. En 2025, la CEPAC a 40 ans. C'est le 20 mars 1985 que le gouvernement du Québec a créé la Société des établissements de plein air du Québec pour rendre accessible, développer et assurer la pérennité des territoires, des attraits touristiques et des actifs qu'il lui confiait. Grâce à la vision et à l'engagement de passionnés au sang vert, un grand réseau de nature et de plein air s'est construit comme une courte pointe. Avec leur travail acharné, ces gens ont gagné la confiance du public, des clientèles, des communautés locales et du gouvernement du Québec. Ça a permis à l'organisation d'étendre ses ramifications au fil des ans avec une succession d'ajouts et de retraits d'établissements sous sa responsabilité. Pour retracer nos racines profondes et bien illustrer l'ADN qui caractérise la CEPAC, j'ai discuté avec des bâtisseurs qui ont mis leur cœur dans la réalisation de notre mission. Ils ont inspiré le bébé CEPAC que j'étais, depuis mon premier emploi étudiant au Parc d'Oka jusqu'au PDG que je suis devenu. Je vous invite à plonger avec moi dans notre grande histoire. J'ai été le premier cadre de l'extérieur à être engagé à la CEPAC. À l'époque, le défi il est entier. C'est qu'on est une petite équipe. Quand je suis rentré, il y avait 15 personnes. Il n'y avait rien qui existait. Des dossiers de santé et sécurité, des dossiers d'accident de travail, tout était à faire. Donc, c'était un défi et il fallait répondre. Il y avait quand même une quinzaine d'établissements ou quelque chose comme. Alors, il fallait être partout à la fois. Première chose, le personnel était transféré. C'était d'incorporer ces établissements-là avec une façon de faire qui s'apparentait plus au secteur privé. Puis une des choses, c'était évidemment d'accueillir le personnel, parce que le personnel était transféré. Et ça, c'était un des gros défis là, à l'origine, de rassurer le personnel d'abord, parce que c'était nouveau, puis de les incorporer à la société. Lorsque la CEPAC a été créée en 1985, alors j'étais déjà au Parc du Mont-Saint-Anne. À partir de 1978 à 1985, j'ai occupé différentes fonctions. Et c'était rendu un peu compliqué d'opérer une station de ski dans un contexte ministère. Mais en 1985, M. Michel Noël-Letillier, qui est devenu le premier PDG, c'est vraiment lui qui avait une volonté de faire du Mont-Saint-Anne une station de calibre international. Michel Noël-Letillier était convaincu qu'avec une société qui était plus adaptée à des opérations de terrain, l'efficacité serait meilleure, puis le rendement financier serait meilleur. Parce que le Conseil du Trésor demandait de faire des restrictions budgétaires. Puis une des formules, c'était de prendre les équipements qui étaient lourdement déficitaires en opération ministérielle pour les transférer dans un véhicule plus efficace et plus approprié à des opérations comme celle-là. Et Michel a convaincu le monde de créer une société d'État, ce qui n'était pas évident à l'époque, là, puis transférer les premiers établissements. Les premières années de la CEPAC n'ont pas été évidentes. Beaucoup de gens nous voyaient plus juste comme un organisme qui serrait à vis au niveau des dépenses, qui augmentait les tarifs. Au début de la CEPAC, en 1985, son noyau principal incluait des établissements touristiques dont le Mont-Saint-Anne, le manoir Montmorency, Anticosti et des campings.
Un tournant important a eu lieu avec la vente du Mont-Saint-Anne en 1994 et l'arrivée des réserves fauniques en 1995. L'accueil de la station forestière du Chêné et du réseau des parcs québécois en 1999 a consolidé l'organisation, qui a ensuite connu des phases de croissance et de développement. Certains de nos bâtisseurs ont connu la réalité d'établissements avant qu'ils ne soient sous la gestion de la CEPAC. Ils ont eux-mêmes contribué au succès de la transition et de l'enracinement des réserves fauniques et des parcs. Ils nous expliquent comment ils ont semé la graine et enrichi le sol. Comme j'y étais aussi, j'ai pas pu m'empêcher de mettre mon petit grain de sel dans notre histoire. Avant que la CEPAC soit là, c'était pas un réseau. Hein? C'était assez éclaté. C'était pas comme aujourd'hui, là. T'arrivais là fin mai, et tu sortais de là mi-septembre. C'était 7 jours sur 7. C'était achalandé. On sait que ça a été créé dans les années 60, là, à peu près. Là. Avant ça, c'était des clubs privés. Quand il y a eu le grand déclubage, mais il y a eu la création de réserves fauniques un peu partout dans différents territoires au Québec. Dans le temps d'une réserve faunique, là, j'ai vu des choses là, à un moment donné, dire bon, mettons, il manque tant d'argent pour fermer le budget ou arriver au budget au 31 mars. Bien, on ferme les opérations au mois d'août, on slack le personnel, puis là, la réponse est belle, dire tu fais ton budget. Mais l'argent dans les réserves fauniques, ça allait direct au Conseil du Trésor. Donc, des fois, ta fermeture te pénalisait encore plus parce que tu faisais plus de revenus que tu économisais. On est dans les époques où le gouvernement a compressé beaucoup les dépenses. Donc, les dépenses au niveau des parcs étaient en diminuant. Le personnel baissait. La qualité des services, l'entretien et tout. Et les parcs étaient rendus, honnêtement, vétustes et présentaient pas beaucoup d'attrait pour les gens. Les parcs au Québec, je te dirais, ils étaient en grande difficulté. Les budgets étaient faméliques, là, je te dirais. Ça fait une hiérarchie qui était énorme. Il n'y avait aucune notoriété. Et je dis souvent, les parcs étaient perçus par plusieurs personnes comme des taches vertes sur une carte routière. Et il y a beaucoup d'intervenants régionaux et d'organisations régionales qui avaient une très mauvaise opinion des parcs parce qu'ils disaient, bien, finalement, c'est des territoires qui ne nous rapportent plus rien. Il y a combien d'entreprises forestières, moi, qui m'ont dit, à l'époque, quand j'étais au ministère avant, j'étais l'adjoint du sous-ministre à la faune et au parc, et qui m'ont dit « Mais Raymond, ça n'a pas de bon sens. Imaginez-vous le volume de bois qu'on perd. » Personne ne percevait la valeur intrinsèque de ces territoires-là. Les parcs avaient peut-être un déficit d'entretien, n'étaient peut-être pas connus, n'avaient peut-être pas de notoriété, mais les territoires étaient protégés. Et c'est la base avec laquelle on a travaillé. On est à l'époque des hippies, hein? Ces jeunes-là, plein-airistes, instruits, biologistes, écologistes, ça cogne aux portes. Hein? Ça veut faire de nouveaux parcs, ça veut ouvrir donc ce qui était autrefois dans les réserves des camps de pêche, des camps de chasse, sont envahis par cette gang-là de hippies, d'écolos. Je dirais que c'est grâce à eux, là, c'est un mouvement qui était mondial pour la préservation de la nature. Même quelque chose qui ne se disait pas, le mot écologie ne se disait pas.